Bonjour à tous, quelques mots sur la drôle de guerre entre l'Iran et Israël, ou plutôt entre l'Iran et l'Occident. Une drôle de guerre qui aura duré 12 jours, dont l'issue est incertaine, on ignore le sort de l'uranium enrichi, on ignore vraiment l'étendue exacte des dégâts, en tout cas c'est trop tôt, il est trop tôt pour avoir des certitudes à ce sujet. Une guerre où les pays arabes ont laissé passer les missiles, en, en provenance enfin, ils ont laissé passer les avions en provenance d'Israël vers l'Iran. Ils ont, certains, comme la Jordanie, ils ont contrecarré les missiles iraniens. Alors, quand on nous parle d'Oumma musulmane, la bonne blague, hein, on voit bien qu'il y a un front musulman qui est divisé. Il n'y a pas de front uni musulman. Ont une drôle de guerre dans le sens où il y a eu une attaque sur le Qatar. J'ai trouvé cela drôle puisque c'est une des rares occurrences durant lesquelles une nation qui soutient le terrorisme, en l'occurrence l'Iran, a attaqué une autre nation qui soutient le terrorisme, en l'occurrence le Qatar. Bon, j'ai trouvé cela comique avec tous les guillemets qu'il faut. Hein, je rappelle, le Qatar a accueilli pendant très longtemps les talibans, pendant très longtemps le Hamas, et les liens du Qatar avec ce qui se passe en Syrie. Bon, très bien. Une drôle de guerre où on a entendu beaucoup de discours intéressants, un peu drôles aussi. On a fustigé le régime de Téhéran, à juste raison, c'est un régime horrible. Ce que vivent les Iraniens depuis 1979 est tout simplement horrible. D'autant plus horrible qu'il s'agit d'un grand peuple. Ce n'est pas un peuple voilà, arriéré, nomade, à l'âge de pierre. Non, on a affaire à un grand peuple qui est soumis à une génération de gens, je dirais, moins intelligents que l'Iranien moyen. J'ai l'impression que le régime est plus obtus, plus, il est moins fin. Voilà, il est beaucoup moins fin que le peuple iranien, moins sophistiqué que l'intelligence iranienne. Il n'est pas au niveau du peuple iranien. Bon, c'est d'autant plus horrible. Euh, je retrouve mon idée. Voilà, on nous disait ce régime est horrible, il faut le faire tomber, alors que il existe des régimes à côté, des régimes voisins, tout aussi déplorables et détestables. Le régime saoudien. Moi, je ne vois pas vraiment de différence entre le régime saoudien et le régime iranien. Homophobe, il déteste les femmes. Le régime saoudien innove puisqu'il est leader mondial dans il crucifie, hein, les crucifixions. Bon. Pas mal en 2025. Euh, Censure de l'internet, aucune démocratie évidemment, torture, lien pour le moins, enfin Al-Qaïda est saoudienne quand même, hein, d'accord. L'Iran n'a pas donné Al-Qaïda. Je ne défends pas l'Iran, mais je mets les choses dans leur contexte. S'il y a un régime à détester, en plus du régime iranien, il faut détester le régime saoudien. On peut aller vers le régime qatari et ainsi de suite. Voilà. Bon. Voilà. Donc il y a quand même des discours qui sont très intéressants, comme quoi on veut bien faire tomber l'Iran, mais pas l'Arabie saoudite. Pourquoi? Pourquoi? Bon. La question m'échappe. Euh, Drôle de guerre, hein, drôle de guerre aussi dans le sens où réussite totale militaire israélienne, américaine aussi, mais surtout israélienne, réussite sur le plan du renseignement, c'est sidérant, c'est incroyable entre guillemets de facilité. Enfin, la pénétration israélienne en Iran est juste incroyable. Dans ce sens, elle est drôle parce que euh, quand on voit quand on voit que ce régime-là écrase les Iraniens, les empêche de respirer, une nation qui a tellement à donner au monde, alors qu'il est tellement nul d'un point de vue du contre-espionnage, d'un point de vue de la défense d'espace aérien, quand on voit le sacrifice qu'il a fait subir au peuple iranien depuis 40 ans, pour un résultat comme ça, il n'est même pas capable de défendre son ciel, il n'est même pas capable de blinder, on va dire, si on permet l'expression, de blinder ces grands dirigeants pour les blinder par rapport, les préserver, les sanctuariser par rapport au Mossad, par rapport juste pour juste les loger dans des endroits sécurisés, juste les protéger des interceptions électroniques. C'est incroyable. La réussite israélienne est réellement, il faut tirer le chapeau. Il faut tirer le chapeau, travaille avec des drones
prédisposés. Ce n'est pas facile de faire ce qu'ont fait les Israéliens parce qu'ils font non seulement un contrôle du ciel, mais un contrôle du spectre électromagnétique, c'est-à-dire un contrôle des ondes et des fréquences. Pas facile. Sur un territoire aussi grand que l'Iran, et pour y amener des drones. Les drones n'ont pas des grandes antennes. Donc le drone, il faut vraiment lui amener un signal pour le commander, un signal qui soit le plus proche de lui. Et pour amener un signal qui soit le plus proche, il faut être sur place. Bon, très compliqué. Et puis les ondes, il faut brouiller certaines choses, mais il faut laisser le chemin libre pour d'autres. Il faut brouiller les transmissions du régime iranien, de l'armée iranienne ou des gardiens de la révolution, je ne sais quoi, et laisser libre au cours, voire favoriser certaines transmissions qui permettent de guider les drones, les missiles, etc., etc. Je ne parle même pas des radars et tout ça. D'ailleurs, sur les radars, une petite parenthèse, les Israéliens et les Iraniens ont des radars de très longue distance, parce que les radars habituellement couvrent 300, 200, 400 km environ, puisqu'ils sont à vue, on va dire. Donc ils sont en général sur des montagnes, des points hauts, donc ils voient dans ces eaux-là 300 km en moyenne. Là, pour voir à 2000 km, voire plus, il faut des radars qui travaillent sur les hautes fréquences, là, qu'on appelle HF, et qui effectivement qui travaillent avec un principe différent. C'est toujours un écho, mais c'est pas le même écho que le radar habituel. Et ils vont très très loin et ils comparent le signal. Ce n'est pas une technologie facile. Ce qui m'amène à la première remarque principale, ce sont des peuples d'élite qui se sont fait la guerre. C'est la tragédie du Moyen-Orient. Une autre tragédie du Moyen-Orient, en plus de la guerre sans fin, Zimo a raison, entre les Arabes et les Israéliens, sans fin, sans fin. Il n'y aura jamais la paix, il n'y aura jamais deux États. Et même s'il y a deux États, il n'y aura pas la paix. Bon. Guerre entre des peuples d'élite. Je l'ai dit au début, hein, l'Iran, ce ne sont pas des peuplades nomades en Asie centrale. Vous avez affaire aux héritiers d'une grande civilisation, un peuple d'ingénieurs, de mathématiciens, un peuple qui résiste au boycott et au blocus. Le régime est moche, il est moche, il est horrible, mais vous avez quand même de la matière humaine hein, là-dedans. Hein. Vous avez de la sève, vous avez des cerveaux, en plus de très belles femmes, mais bon. Ce n'est pas le sujet, même si c'est toujours le sujet, quelque part. Vous avez donc un grand peuple qui fait la guerre à notre grand peuple, le peuple israélien. On peut dire la même chose de la guerre entre entre le Liban et Israël. Grand peuple, le peuple libanais. Moi qui vis au Brésil le remarque. Hein. Je suis bien positionné, bien placé pour le savoir. Grand génie libanais, bien sûr. Et vous avez aussi le peuple turc. Vous avez donc des antagonismes à mort entre des grands peuples qui auraient dû être les maîtres du Moyen-Orient. Or, aujourd'hui, tout est à front renversé. Ce sont les civilisations les moins avancées qui gouvernent le Moyen-Orient. Je ne les citerai pas par respect et par courtoisie. Tout cela remonte à la chute du Shah. Alors, j'ai envie de taper sur Carter qui n'a pas défendu le Shah d'Iran et qui l'a même abandonné après sa chute. Hein, et le Shah a été en Égypte, puis au Maroc, puis a été très mal reçu aux États-Unis, puis il a dû être exfiltré, déporté vers la Jamaïque ou je ne sais quoi, là, une île des Antilles, très maltraité par Carter. Enfin bon, il est mort. Mais ce qui est arrivé aussi est dû au Shah, qui n'a pas, qui s'est comporté un peu comme Louis XVI. Il faut voir que l'armée, les soldats, les pilotes de l'armée de l'air iranienne se sont jetés au pied du Shah littéralement pour l'empêcher de partir. Ils lui ont fait le salut sur le tarmac de l'aéroport de Téhéran en 1979 et ils lui ont dit mais il ne faut pas partir, on est là pour vous défendre. Et il y a eu un phénomène comme Louis XVI où le Shah, le roi n'a pas voulu se défendre. Et ce n'est pas un refus de faire couler le sang iranien, c'est autre chose. Un ressort psychologique ou autre, ou des pressions extérieures, internes ou autres, parce que la police du Shah faisait couler le sang iranien. La SAVAK, la police du Shah, la police politique, était déplorable, sanguinaire. Donc le Shah n'était pas un démocrate. Hein. Le Shah n'était pas un démocrate. Mais il vaut mieux 1000 fois le Shah que le régime des mollahs. Puisque les religieux, ils ont cette capacité de tartufferie qui dépasse même la gauche. Hein, moi, je dis souvent que l'école du vice, c'est la gauche. Eh bien, je pense que les religieux sont l'utérus du vice. Hein. C'est le Harvard du vice, parce qu'ils sont capables d'une tartufferie extraordinaire
d'enjoliver leurs pires agissements derrière, derrière la morale religieuse. Et dans des peuples religieux, ça passe toujours, malheureusement. Donc, peuple d'élite qui se tape dessus. Deuxième point, on nous a dit on va changer le régime. J'en ai parlé déjà un peu. On ne change pas de régime comme ça par la maîtrise du ciel. Changement de régime, ça veut dire un changement d'assise du régime. Un régime ne tient. Un régime, c'est comme une table. Il faut au moins 3 pieds, voire 4 pieds. Hein. Quels sont les appuis du régime? Les classes sociales, les ethnies, les groupes, les majorités ou les minorités qui ont besoin de lui et qui feront tout pour qu'il soit maintenu, qui ont le plus à perdre s'il tombe. Ce sont ça les questions qu'il faut se poser. Et j'ai l'impression qu'en Iran, il y a une assise du régime. Le régime n'est pas complètement, perdu, n'est pas complètement rejeté par la population. Il y a toujours, comme le régime algérien, on tape dessus à fond, mais vous avez des millions d'Algériens qui ont besoin qui reçoivent un chèque tous les mois grâce aux moujahidines, aux anciens de la guerre d'Algérie, supposés ou réels, ainsi de suite. Hein, tout régime, au moins ne serait-ce que les fonctionnaires. Pourquoi le régime en France ne tombe pas? Parce que vous avez des millions d'assistés qui reçoivent l'argent de ceux qui travaillent, et vous avez des millions de fonctionnaires, dont le nombre a augmenté de 60 000 l'an dernier. Voilà la base du régime. Donc quiconque voudrait faire tomber le régime français devrait trouver à ces gens-là un nouveau parrain ou trouver une autre base. Hein, les travailleurs, je sais pas moi, les Bretons, les Corses, vous voyez ce que je veux dire? Les PME, hein, le poujadisme, c'était ça, hein, c'était les PME, les petits patrons contre les fonctionnaires. Le régime a besoin de ce qu'on appelle en anglais le patronage, c'est le clientélisme. Un régime s'appuie sur le clientélisme, pas seulement, mais il faut se poser cette question-là. Quelles sont les clientèles du futur régime iranien et est-ce qu'on est capable de les mobiliser? Et pour cela, il faut des élites révolutionnaires. Quels sont les opposants iraniens capables de se battre et de mourir? Parce que le pouvoir se conquiert. C'est comme en amour autrefois, il faut risquer sa peau pour conquérir sa douce et tendre. Pas comme aujourd'hui, par les temps de Tinder et autres applications. La politique est restée old school, hein, elle est restée à l'ancienne. Hein, il faut mourir ou accepter de mourir. Tout cela, je ne le vois pas. On me dit le changement de régime, en plus, si c'est pour changer de régime, pour mettre en place le chaos, pour pas dire autre chose à l'Afghan, bon. Voilà, je n'ai pas d'avis définitif, mais vous avez compris que je rigole doucement quand on me parle du changement de régime, qui n'est pas impossible, mais c'est un art. On est dans l'artisanat, c'est très compliqué, c'est de l'orfèvrerie, c'est très difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile. Passage à part quand même, troisième point, vous avez vu la déstabilisation de l'Iran par Israël, je tire mon chapeau. Ne croyez pas que nous en France, on n'est pas vulnérable. Si un régime comme celui de l'Iran, qui est quand même paranoïaque, policier, est pénétré en profondeur par des forces étrangères, pensez pas que la France, qui est ouverte aux 4 vents, traversée par les intérêts pays du Golfe, pays du Maghreb, les États-Unis, les lobbies basés en Suisse ou ailleurs, etc., etc. Vous ne pensez pas que la France soit dans une situation meilleure que l'Iran. Si demain nous sommes attaqués, nous aurons des surprises. Nous aurons des surprises et vous verrez une énorme fragilité institutionnelle. Il y a quelque chose qui s'appelle la sécurité institutionnelle. Est-ce que les institutions sont sûres? Quand tout va bien, mais quand il y a la crise, comme en Iran, on voit que les choses sont pas garanties. Enfin, dernier point sur cette affaire de l'Iran, on voit la grande faiblesse du monde arabe, du monde musulman, pardon, du monde musulman. Et pour moi, c'est le principal point. C'est que le monde musulman, au bout du XXe siècle, on a tenté l'islamisme, le socialisme, le nassirisme, le baasisme, ce que vous voulez, le Bourguiba, le je sais pas quoi, le Kadhafi, on a tout tenté. Eh bien, il est faible. Au point qu'une puissance étrangère arrive à dominer le ciel d'un pays musulman, un des plus grands pays musulmans. Encore une fois, ce n'est pas la Somalie, l'Iran.
Ce n'est pas le Yémen, hein, ce n'est pas le Bahreïn, c'est l'Iran. Un poids lourd du monde musulman, le ciel a été dominé par une puissance étrangère au bout de quelques heures. Allez, 2 3 jours. C'est une humiliation. C'est une humiliation de l'ensemble du monde musulman. En tout cas, bon, certains pourront l'apprendre comme ça, moi je ne l'apprends pas comme ça, mais je l'apprends comme un rappel du grand échec du monde musulman qui n'a toujours pas trouvé la ressource, la formule magique, la potion magique de la puissance. Ce débat-là de la puissance, il est sur la table depuis 200 ans, depuis le 19e siècle. L'effondrement, enfin, le grand affaiblissement du monde ottoman et les grands mouvements de renaissance arabe Nahda. D'ailleurs, Al-Ba'th, le syrien et irakien, Al-Ba'th, ça veut dire la renaissance. Le fait de ressusciter. Al-Ba'th. Bon, ce débat-là est en place depuis 200 ans. On a dépensé des milliards d'euros. Hein, les pétrodollars, le plus grande tour au monde, Burj Khalifa, je sais pas quoi, la Formule 1 en Arabie Saoudite, on s'est fait les guerres, on a le barrage d'Assouan, etc., etc., etc. Combien de coups d'État, combien de gorges coupées, combien d'intellectuels arabes ont été décapités au nom de la construction d'une puissance pan-arabe ou syrienne ou autre chose. Combien d'épurations ethniques ont été faites pour créer une nation, pour doter le monde arabe d'États-nations homogènes qui, eux, relèveront le défi de la puissance et créeront de la puissance. Vous voyez que le moteur du monde musulman, je dis arabe, mais bon, du monde musulman est encore éteint. Malheureusement, là, je le dis, et très sincèrement, en tant que musulman, j'en suis chagriné. Ah, vous voyez bien ce que je veux dire. J'espère que vous voyez bien ce que je veux dire. Je n'ai aucune solidarité pour le régime iranien, mais je veux dire, ce qui est arrivé à l'Iran arrivera demain à l'Arabie saoudite, ou à l'Irak, ou à la Syrie, ou à l'Égypte. Le monde musulman est incapable de se défendre. Il est faible. Il est faible. Le monde musulman est faible. Le monde musulman est faible. Et où est-ce qu'il est fort alors? Ben, il n'est fort que par la grande révolution qu'il est en train de mener en Europe, sous le nez des Européens, qui est le grand l'islamisation de l'Europe, hein, l'avancée de l'islam en Europe par la démographie. Je ne parle même pas du prosélytisme des frères musulmans, non, juste la démographie, c'est-à-dire les arrivées, les flux migratoires, les arrivées, les installations et les naissances. Hein, l'islam est déjà une réalité en Irlande du Nord, vous vous rendez compte? En Irlande du Nord. L'islam se conjugue aujourd'hui en allemand, en français, en espagnol, voilà. Nous, les Marocains, nous sommes déjà plus d'1 million en Espagne. Vous vous rendez compte du chamboulement? Les Espagnols, ils ont fait toute leur histoire sur le fait de chasser les moriscos. 800 ans de travail, de reconquista, de radicalité, d'intolérance, mais aussi d'une fresque extraordinaire. Hein. D'ailleurs, ils ont tellement gagné de puissance lors de la Reconquista qu'ils ont continué. Hein, juste l'effet d'inertie, il les a menés jusqu'au Mexique et au Pérou. Bon, ça nous a donné Shakira. Bon, qui suis-je moi pour regretter le phénomène civilisationnel, la poussée humaine qui a donné Shakira ou Eva Mendes ou Eva Longoria. Bon, voilà. Mais et tout ça, à mon humble avis, balayé en 20 ans, 30 ans d'immigration. Les Marocains sont les premiers étrangers inscrits à la sécurité sociale en Espagne. C'est tellurique comme changement, tellurique. Les Turcs, ils sont à Strasbourg, ils sont chez eux à Francfort, ils sont partout. Les Afghans, il y a 100 000 Afghans en France, vous vous rendez compte? Voilà la vengeance du monde musulman. Effectivement, on peut, quand on est très fort comme les Israéliens, très intelligent, très sophistiqué, sérieux, discipliné, rigoureux scientifiquement, quand on a des bonnes élites comme les Israéliens, on peut développer des capacités qui peuvent détruire les défenses aériennes et déstabiliser les régimes de n'importe quel pays musulman. Ok, mais le monde musulman a une capacité de nuisance extraordinaire et on n'a rien vu. L'Europe n'a rien vu encore. Parce que les diasporas musulmanes ne sont pas encore mobilisées pour ce projet-là. Et il n'y aura pas forcément un projet, il n'y aura pas forcément un bouton, quelqu'un qui va appuyer depuis le sud de la Méditerranée pour dire aux diasporas, soulevez-vous. Même Mélenchon, on rêve peut-être, mais ce rêve-là est difficile à réaliser. Par contre, le simple fait de changer l'homme européen, la femme européenne, vous voyez ce que je veux dire?
Le simple fait de changer le paysage humain européen est déjà la plus grande des vengeances, la plus grande des revanches. Vous me comprenez ce que je veux dire, hein? Je pense qu'on se comprend parfaitement. Il y a, il y a à, à l'apogée de la puissance technique occidentale, matérialisée par la formidable puissance israélienne, sophistiquée et israélo-américaine, mais bon, euh, à l'apogée technique occidentale, vous avez une réponse, vous avez une autre une poussée, vous avez le mot m'échappe, hein, on est dans l'apex, on est dans vous avez une prouesse musulmane qui veut dire aux Européens, vous ne serez plus vous-même à cause de moi. Il y a des vagues de conversion en Europe. Le halal est partout. Moi, j'étais en France, j'ai passé 4 mois en France à peu près, en pointillé là, ces derniers mois. Le halal est partout. Si on cherche maintenant pour ne pas manger halal, il faut vraiment faire un effort. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà je trouve ça sidérant, fascinant, triste pour l'Europe. Bon, elle s'en rend même pas compte. Elle s'en rend même pas compte. Je voulais dire quelque chose, puis ça m'a échappé. Juste conclure, l'histoire n'est pas écrite à l'avance. Hassan II a dit dans une interview à un journal égyptien dans les années 70, la deuxième moitié des années 70, il a dit qu'il serait préférable, souhaitable de marier le génie juif et le génie musulman, ou le génie arabe, je ne sais plus comment il a dit ça, pour changer la face du monde. Là, je reprends ces mots, hein, de mémoire. Parce que bon, on est dans l'utopie. Surtout qu'au début, je vous ai dit qu'il y aura la guerre perpétuelle. Mais moi-même, je suis contradictoire parce que il faut des grands hommes, hein, pour faire tout ça, hein. Beaucoup de courage, notamment celui de se faire descendre. Je pense à Sadat en Égypte, qui s'est fait descendre en 81. Mais il y a, enfin, vous vous rendez compte si cette espèce d'inconscient du monde islamique qui colonise l'Europe, il colonise aussi l'Afrique noire, mais bon, tout le monde s'en fiche parce qu'ils sont noirs, hein, à commencer par la gauche européenne. Mais l'islam avance aussi. L'islam avance vers le nord, vers le pôle nord, mais il avance aussi vers l'équateur. L'islamisation avance aujourd'hui au Rwanda et au Congo, RDC, Tanzanie, Mozambique, etc. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, on passe au travers parce que les BHL et les autres, bon, ils regardent ailleurs, ils nous empêchent de regarder ailleurs. Mais c'est pas la faute de BHL, c'est la faute de certains médias qui ne, voilà, qui ne veulent pas réfléchir, qui ne veulent pas écouter des gens qui ont des choses à dire. Revenons à nos moutons. L'avancée islamique, elle peut être, enfin, elle pourrait être sublimée, hein, reconvertie en autre chose, si elle rencontre le génie juif. Ça, c'est un projet presque religieux, parce qu'il y a deux forces il y a deux forces de vie là-dedans, mais la vraie vie, pas la vie à l'européenne aujourd'hui, qui est une vie très technique, très, très éthérée, très propre. Hein, une vie comme les magasins Sephora, ça sent bon. Dans le génie juif, le génie israélien, il y a cette force de vie, notamment un côté belliqueux, hein, on le voit, hein, ce qu'a fait Netanyahou en Iran. Il y a aussi chez les musulmans, il y a ce côté belliqueux, hein, je n'ai pas besoin de moi pour le décrire. Alors certains disent que c'est une pulsion de mort, un culte de la mort, il y a de ça. Mais il n'y a pas que ça, c'est une autre vie. C'est une autre vie. C'est une autre vie. Il y a deux types d'Arabes d'ailleurs, vous voyez, je vais très vite, hein. Vous avez deux mondes arabes. Vous avez le monde arabe chrétien, plutôt syro-libanais, copte en Égypte, qui a une fréquence à lui, une énergie, une vision de la vie. Et vous avez le monde arabe musulman, qui a pris cette espèce de force de vie mêlée avec la mort, avec l'aspect, on va dire, impérialiste, osons le mot, belliqueux. Mais je pense que ces deux forces de vie se ressemblent beaucoup. C'est ça aussi qu'il y a la guerre perpétuelle entre les Arabes et les Juifs, c'est qu'on se ressemble beaucoup. Et il faut peut-être, enfin, je voyais que je rame pour trouver une conclusion positive. Il y a peut-être quelque chose à faire. Mais bon,
on est presque dans le monde biblique, hein, on est dans les textes sacrés. C'est un chamboulement du monde, hein, qui pourrait en résulter parce que finalement, ne sont vivants que ceux qui se battent, hein. Israël, l'Iran sont vivants. Israël et l'Iran sont vivants. L'Europe, elle est vivante par ses technologies, mais elle se bat pas, se bat plus. Bon, j'espère avoir été utile. À bientôt.